Bon, effectivement, on va parler d'un petit peu autre chose, un petit peu exotique, c'est les ruptures des tendons, non pas les plaies des tendons, au niveau de la main chez les sportifs. Alors évidemment, les lésions de la main restent des lésions qui sont importantes, hein, il y a plus de 400 000 accidents par an liés au sport, le monde supérieur, plus de 40% des cas, et les traumatismes concernant la main et le poignet, environ 25% de ces traumatismes du monde supérieur. Pour le foot, évidemment, il y a bien moins d'atteintes du monde supérieur que du monde inférieur, et encore moins au niveau de la main et encore moins au niveau des tendons. J'ai retrouvé une série prospective où, sur l'ensemble des cas de blessures, il y avait simplement 2,1% de rupture tendineuse. Je pense que c'est quand même un peu sous-évalué, malgré tout, parce que ça reste des lésions fréquentes. La main, évidemment, c'est... La main, évidemment, c'est un organe assez spécifique, hein, parce que ça va rentrer aussi bien dans la fonction sociale, pour l'esthétique, c'est un retentissement économique, et les conséquences peuvent être majeures. Le sportif nécessite une prise en charge particulière, dans le sens où il faut essayer de faire un diagnostic aussi précoce que possible, et une prise en charge aussi précoce que possible pour avoir des résultats corrects. Le traitement doit lier un faible retentissement fonctionnel et en même temps, c'est la mode de dire en même temps, il ne faut pas avoir de concession sur la capacité de consolidation de la lésion. Le problème restant étant la bonne coopération du sportif, qui, comme vous le savez, chez le sportif amateur et notamment chez les jeunes, n'est pas toujours facile, notamment quand il faut une immobilisation qui peut prolonger. Alors je vais essayer d'éviter de vous faire un catalogue. Les lésions, évidemment, les tendons, on peut les séparer entre les lésions des tendons extenseurs et les lésions des tendons fléchisseurs. Au niveau des tendons extenseurs, évidemment, le mallet finger, c'est ce qui reste de loin la lésion la plus fréquente. Le mallet finger, c'est la rupture distale au niveau de l'insertion sur la troisième phalange du tendon extenseur. C'est très fréquent, ça peut arriver après un traumatisme anodin. Ça a notamment été décrit lorsque, dans le temps, c'était les femmes, bordaient le lit. Donc surtout, ne faites jamais votre lit. C'est déjà la première précaution à prendre. Les examens à faire, c'est essentiellement une radio pour éliminer une fracture osseuse associée. Le traitement, il est essentiellement mécanique, il est essentiellement orthopédique. Il faut mettre en place une attelle d'extension IPD, type stack. Plus vite on la met, mieux c'est. Par contre, ça doit être gardé strictement. Il ne faut jamais l'enlever. Quand on l'enlève, il faut bien poser le bout du doigt sur un support de manière à ce qu'il n'y ait pas de flexion de l'articulation interphalangienne distale, et il y en a pour 6 semaines. Au mieux, on rajoutera encore cette attelle pendant un mois la nuit, voire lors des efforts particuliers. L'indication chirurgicale en cas de mallet finger, c'est essentiellement lorsque cela se déroule au niveau du pouce, en raison de l'importance des contraintes mécaniques et de l'épaisseur de ce tendon au niveau du pouce qui donne des bons résultats lors de l'intervention. Et en cas de mallet finger osseux, lorsque le fragment osseux est important, environ un tiers, plus d'un tiers de la surface osseuse, ou lorsqu'il est rétracté. Dans ce cas, on va utiliser des systèmes d'encre, maintenant de plus en plus résorbables, éventuellement de brochage temporaire de l'articulation, avec évidemment une immobilisation aussi de 6 semaines au décours. La complication habituelle lorsque cette lésion n'est pas traitée, c'est la déformation dite en col de cygne. C'est-à-dire que progressivement, notamment chez les patients hyperlaxes, se met en place une déformation en une hyperextension IPP et en flexion IPD. Au début, c'est une déformation qui est souple, mais qui s'enraidit progressivement. Et là, c'est un vrai problème de traitement. Dans les formes mineures, le traitement est essentiellement fonctionnel. On place une attelle IPP stop de manière à éviter l'hyperextension IPP. On traite par attelle aussi vite que possible les déformations maillet. En cas d'échec de rééducation et d'enraidissement de cette déformation en col de cygne, les ennuis commencent parce que la chirurgie est difficile, elle est longue, elle peut faire appel à une plicature de la plaque palmaire, à des ligamentoplasties complexes, au résultat malheureusement pas toujours aussi satisfaisant qu'on l'aurait voulu. La déformation boutonnière, haute déformation classique, cette fois-ci liée à une rupture de la bandelette médiane de ton extenseur au niveau de la base de P2. Donc on se retrouve sur l'articulation IPP. Cette rupture de la bandelette médiane peut s'associer également à une distension du ligament triangulaire qui est associé.
ce qui donne progressivement, par action du tendon flexeur commun superficiel, une flexion IPP et une hyperextension IPD. Petit à petit, les bandelettes latérales du tendon extenseur se luxent sur les côtés et l'articulation passe entre ces bandelettes en faisant un effet comme dans une boutonnière. Hein, c'est ce qu'on appelle la déformation en boutonnière. Donc, il va associer une flexion IPP, une hyperextension IPD, et qui petit à petit va se fixer. Le diagnostic est clinique, pas toujours facile. Hein, on note après un choc direct, une luxation palmaire IPP, un traumatisme, une douleur en cas d'articulation IPP et une articulation qui va petit à petit se déformer. Alors c'est pas facile lorsqu'on la voit à distance de faire la différence avec des séquelles d'une entorse simple. La douleur localisée à la face dorsale de la base de P2 peut aider, ainsi qu'un petit hématome. Il y a tout un tas de tests qui sont décrits, notamment lorsque c'est un petit peu ancien, pour déterminer si c'est une lésion qui est ancienne, qui est récente. La radio peut nous aider en montant d'éventuels fragments osseux, l'IRM également. Le traitement est difficile. Plus la lésion est ancienne, plus il est difficile. Il va être initialement orthopédique, avec mise en place d'une attelle d'extension IPP en laissant libre l'articulation IPD, de manière à pouvoir la mobiliser et à pouvoir mobiliser les bandelettes latérales. Donc là, on est reparti aussi pour une immobilisation d'au moins 6 semaines, en mobilisant bien l'articulation IPD. Des suites pas toujours satisfaisantes malheureusement. Le traitement chirurgical, d'emblée, on va le faire en cas d'importante déformation ou d'arrachement osseux. On l'évite autant que possible parce que là aussi, les résultats ne sont pas toujours simples. On va utiliser dans ce cas des techniques de réinsertion de la bandelette par an ou de reconstruction en cas de rétraction importante. En cas de lésion ancienne avec une déformation fixée, on va là aussi commencer par un traitement orthopédique avec rééducation et mise en place d'orthèse dynamique de type Kapner, et on utilisera la chirurgie dans un deuxième temps, et si on n'a pas de choix. La lésion de Boxer-Smeckel, beaucoup moins fréquente, hein, qui se traduit par une rupture de la dossière de l'appareil extenseur en cas d'articulation métacarpo-phalangienne. Ça va se traduire par une déstabilisation du tendon extenseur qui va avoir tendance à se luxer au niveau de la vallée intermétacarpienne. Ça se voit après un choc direct, ça se voit beaucoup chez les boxeurs, le nom de cette lésion. Le traitement est chirurgical et on va reconstruire la bandelette afin de restabiliser le tendon extenseur. Là aussi, plus le traitement est rapide, meilleur sera le résultat. Les ruptures du tendon extenseur propre du pouce au niveau du poignet, et en particulier au niveau du tubercule Lister. Là aussi, c'est une lésion qui n'est pas fréquente, auquel il faut penser. Ça arrive après un traumatisme direct au niveau de la face dorsale du poignet. Il faut savoir qu'à cet endroit-là, le tendon extenseur du pouce, le long extenseur, passe juste en dedans du tubercule de Lister. Le tubercule de Lister sert de poulie, donc le tendon a un trajet courbe, et il fait réflexion sur ce tubercule, et cet endroit de fragilisation pour lui. Il est peu vascularisé, il est en tension, il peut se rompre après une fracture du radius qui est un classique, mais également après un choc direct. Alors le diagnostic va être essentiellement clinique, et il va se voir lorsqu'on va essayer de faire décoller du plan de l'horizontale le pouce. Parce que dans ce cas, on va utiliser uniquement le tendon extenseur, le tendon long extenseur du pouce. On peut comparer avec le côté opposé. L'échographie ou l'IRM peut aider, mais le diagnostic est essentiellement clinique. Le traitement est chirurgical. En général, la suture directe n'est pas possible. On va utiliser des techniques de greffe tendineuse ou de transfert de l'extenseur propre de l'index. La rupture de l'extenseur carpi ulnaris, très rare également, ça va surtout chez le tennisman, en cas de tendinite chronique. Ça se fait beaucoup maintenant avec les joueurs qui ont un jeu très lifté. Il faut savoir identifier ces douleurs chroniques sur le compartiment interne du poignet afin de pouvoir les traiter par repos et médicalement. En cas de persistance des douleurs et importante, et notamment si ces douleurs disparaissent tout d'un coup en supination avec une instabilité dynamique de la tête de l'ulna, il faut penser à une éventuelle rupture. Là aussi, l'IRM et l'échographie ont un intérêt majeur,
et là le traitement est chirurgical, en général par greffe tendineuse à partir du petit palmaire. On va passer au fléchisseur. Le Jersey Finger, ou la rupture distale du tendon fléchisseur profond, est la lésion la plus fréquente. Ça a été décrit essentiellement au rugby, au judo et tous les sports où on va saisir l'adversaire, et lorsqu'il y aura une prise de force contrariée avec une hyperextension brutale de l'IPD. Le diagnostic est essentiellement clinique, même si malheureusement il n'est pas souvent fait tout de suite. On va avoir une flexion IPD impossible. On va le retrouver souvent des douleurs traçantes au niveau du doigt, une échymose, et lorsqu'on fait le testing, la flexion IPD, lorsqu'on bloque la deuxième phalange, est impossible. La radio et l'échographie sont là aussi bienvenus afin d'éliminer un arrachement osseux et d'objectiver le diagnostic. Le traitement est chirurgical. Alors, il y a plusieurs classifications qui ont été faites selon l'importance de la rétraction du tendon, l'éventuel arrachement osseux associé. C'est une urgence, il faut le faire rapidement, parce que si on attend plus de 3 semaines, le résultat sera beaucoup plus péjoratif et la chirurgie peut être impossible à cause de la rétraction du tendon. Donc selon le degré de rétraction, on peut aller chercher loin ce tendon, il peut être rétracté au niveau de la paume de la main, on est obligé d'aller chercher tout au fond avant de le réinsérer sur la dernière phalange. L'immobilisation au court, comme toutes les immobilisations de tendon fléchisseur, pas très confortable et assez longue. Évidemment, on fera une rééducation passive pour éviter tout enraidissement. Et enfin, un petit mot sur une rupture qui est rare, qui est la rupture des tendons fléchisseurs de 4e et 5e rayon en cas de fracture de l'apophyse inciforme, de l'os crochu ou de l'amatome. Ça arrive après une fracture sur la paume de la main, notamment dans les sports de raquette, comme le tennis ou le golf, et notamment lorsque le joueur va chuter en tenant sa raquette. La raquette va taper au niveau de la paume de la main, elle va casser l'apophyse inciforme, et ce petit os, la mauvaise idée de ne pas bien consolider. Donc en cas de douleur persistante, on ne voit pas bien que les radios, mais c'est tout le scanner. Donc c'est une indication soit d'immobilisation d'un premier temps, soit chirurgicale quand on le prend un petit peu à distance, parce que cet os, lorsqu'il ne consolide pas, va frotter sur les tendons fléchisseurs du 4e et 5e doigt, et qui petit à petit peuvent se rompre. Donc il faut y penser en cas de douleur chronique au niveau de la paume de la main à l'appui, surtout s'il y a déficit ensuite de flexion sur le 4e et 5e doigt. En conclusion, évidemment, l'anatomie de la main est complexe, les séquelles fonctionnelles peuvent être majeures, l'importance d'une prise en charge précoce, adaptée et suivie avec une bonne coopération du patient reste la base d'un bon traitement. Je vous remercie.